Vous allez pouvoir commencer. Vous êtes ici. D'accord. Voilà. Je vais enlever mon masque pour pouvoir. Bon courage, madame. Merci beaucoup, Mohamed, c'est très gentil. Allez. Au revoir. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, il est donc, je vais vous donner l'heure exacte. Il est 14h06. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Madame Rose. Alors, il est 14h06, donc nous sommes à l'heure. Et aujourd'hui, je dois vous parler de l'hypertension artérielle. Bon, c'est un cours très, très important parce que l'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente, aussi bien dans le monde qu'en Algérie. C'est un véritable problème de santé publique et bien entendu, ça fait partie des connaissances de base d'un médecin généraliste. Alors, attendez. Donc, l'hypertension artérielle a fait l'objet évidemment de très nombreux travaux dans le monde et ces travaux continuent toujours, la recherche continue toujours parce que ce sont des connaissances qui évoluent, elles évoluent dans le temps et elles évoluent avec l'évaluation qu'on fait de l'utilisation de ces informations pour le traitement de cette hypertension artérielle. Donc, les études épidémiologiques qui ont été faites ont montré que cette pathologie est très fréquente. Elle concerne presque 45% de la population en Europe, au moins 30% aux États-Unis, si ce n'est plus avec les nouvelles définitions qu'ils ont adoptées récemment, et 25 à 30% en Algérie. Et c'est le motif le plus fréquent de consultation selon une enquête de l'Institut national de santé publique. Et c'est vrai, vous allez vous en rendre compte quand vous serez médecin généraliste, que l'hypertension artérielle est un motif très fréquent de consultation. Ça coûte très cher de prendre en charge un patient hypertendu et donc ça grève les budgets de santé de manière assez lourde. Et cette hypertension artérielle est importante, c'est une pathologie lourde, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable d'une morbidité, donc un tas de complications qui sont directement liées à l'hypertension artérielle, et elle est également responsable d'une mortalité importante, puisque les derniers, si vous voulez, la dernière évaluation, l'une des dernières évaluations de l'OMS en 2015, fait état de 10 millions de décès directement par an, bien sûr, annuels, directement liés à l'hypertension artérielle. On dit que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Pourquoi? Parce que très souvent, elle est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes. Donc, les patients hypertendus, souvent, ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Et on peut très bien être hypertendu sans le savoir et révéler la maladie sous forme de complications pour la première fois. C'est pour ça que l'hypertension artérielle doit être dépistée, c'est-à-dire qu'on doit, chaque fois que, par exemple, un patient va chez son médecin, même si ce n'est pas pour l'hypertension, il faut quand même prendre l'habitude d'examiner les patients et de mesurer la tension artérielle, même si le motif de consultation n'est pas du tout lié à l'hypertension artérielle. Si on prend la fréquence de l'hypertension artérielle en Algérie, elle a été évaluée. Elle a été évaluée par plusieurs études qui ont été menées en Algérie, dont la plus ancienne a été réalisée en 2004. C'est l'étude STEP-OMS, quand même une étude sérieuse, qui a montré que l'hypertension artérielle représentait 26% des cas. Donc 26% des adultes algériens étaient hypertendus. En 2005, la Société algérienne d'études de l'hypertension artérielle, la SAHA, a réalisé une enquête également nationale et a montré que 34% de la population algérienne souffrait d'hypertension artérielle. Que la même étude a montré que parmi ces hypertendus connus,
moins de 6% des hypertendus étaient équilibrés, même ceux qui étaient traités. En 2007, a été réalisée l'étude Tahina sous la direction de la communauté européenne, qui est donc une étude sérieuse sur le plan méthodologique, qui a montré que 25% des patients, des Algériens étaient hypertendus. Enfin, la dernière, qui a été publiée qui a été réalisée en 2016, mais publiée en 2018, qui a montré que 25% des Algériens étaient hypertendus. C'est ça qu'on dit, 25 à 30, mais je pense que le chiffre qui se rapproche le plus de la réalité, c'est 27%. Donc, c'est le facteur de risque le plus répandu dans le monde. Si on considère le monde entier, il y a 1,4 milliard de personnes qui sont hypertendues. Et parmi ces hypertendus dans le monde, 72% des hypertendus vivent dans des pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays relativement pauvres. Donc, 72%, c'est-à-dire les 2/3 de la population hypertendue mondiale est originaire ou vit dans un pays en voie de développement. Ça, c'est l'étude de Stepwise qui a été réalisée en Algérie. Et donc, le chiffre exact, c'est 23,6% exactement. Moins d'un patient sur 2 est traité. Donc, quand on découvre ces hypertendus, on se rend compte que la plupart des patients, plus de 50% en tout cas, n'est pas traité parce qu'ils ne se savaient pas hypertendus. Il y a un vrai problème national de consommation excessive de sel en Algérie, que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de plan national de prise en charge de ce problème. Par exemple, un plan national, ça serait obliger tous les boulangers à diminuer la quantité de sel qu'ils mettraient dans le pain, parce que vous savez que les Algériens mangent beaucoup de pain. Et une des mesures nationales qui pourrait porter ses fruits, par exemple, à l'échelle d'une population, c'est de diminuer la quantité de sel qu'on met dans un pain, mais ça serait au niveau de tout le pays. Tous les boulangers d'Algérie seraient tenus par une loi de mettre telle quantité de sel et pas plus, mais malheureusement, ce n'est pas encore fait. Vous savez que plus on met de sel dans du pain, si vous faites du pain chez vous, plus on met de sel, plus le poids augmente. C'est-à-dire, c'est pour ça que les boulangers vont mettre plus de sel pour avoir un poids de pain supérieur. Donc, gagner plus avec la même quantité. Et voilà pourquoi les boulangers peut-être mettent plus de sel parce qu'ils sont. Donc, il faudrait qu'à l'échelle nationale, on puisse faire ça pour espérer diminuer un peu la prévalence d'hypertension artérielle. Et si on prend cette population-là qui a été étudiée avec la Stepwise récente, 2016, 67% des patients donc, ont beaucoup de facteurs de risque, en plus en tout cas qu'un facteur de risque cardiovasculaire, dont le surpoids, l'obésité 35% et le diabète 33%. Si on regarde un peu l'évaluation qui est faite dans le monde, ou en tout cas au niveau européen, on a étudié également l'impact de l'hypertension artérielle sur la population. On a trouvé que, donc ça a été fait en 2015, c'est que l'élévation de la pression artérielle est le facteur de risque le plus d'abord fréquent dans la population et qui est responsable d'une mortalité, si vous voulez, prématurée, et sur laquelle on peut agir. Donc, c'est un facteur de risque sur lequel on peut agir, évitable si on peut. C'est-à-dire que c'est un hypertendu, certes, mais on peut agir sur cette hypertension et éviter que ça n'évolue soit vers une maladie grave, soit vers un décès. Alors, 10 millions de morts, je vous ai dit, par an, sont dus à l'hypertension artérielle, 10 millions par an, mais 200 millions de patients qui ont eu une complication et qui ont eu leur vie qui a basculé à cause de l'hypertension artérielle, soit parce qu'ils ont fait un infarctus, soit parce qu'ils ont fait un accident vasculaire cérébral. Bref, ce sont des 200 millions de vies normales perdues, c'est-à-dire 200 millions de patients ont perdu la santé et ont perdu une vie normale. À côté de ça, il y a les complications cardiaques, l'ischémique, maladie cardiaque ischémique, 4,9 millions par an, bien sûr.
un accident vasculaire hémorragique 2 millions et un accident vasculaire ischémique 1,5 million. Donc, si on regarde un peu maintenant le pourcentage de patients qui est traité ou contrôlé, d'abord, il y a 46% de patients qui ne se savent pas hypertendus dans toute cette population. Parmi les traités, ceux qui sont traités, seuls 40% sont contrôlés, c'est-à-dire qu'après le traitement, on a une bonne tension artérielle. On peut considérer que cette hypertension est bien contrôlée, 40% seulement. Et plutôt, 40% de ces patients sont traités et parmi eux, 13% seulement sont contrôlés. Donc, on considère, et on le sait, c'est vérifié tout le temps, que l'hypertension artérielle est insuffisamment diagnostiquée, insuffisamment prise en charge, puisque seuls 25 à 30% des hypertensions sont diagnostiquées, traitées, contrôlées par le traitement. On sait aussi que si on pouvait faire mieux que ça, on pourrait sauver beaucoup de vies parce qu'il existe une relation directe et indépendante entre le niveau de la pression artérielle et le risque d'événements cardiovasculaires et rénaux. Donc, si on baisse le niveau de pression artérielle, si on le normalise, on va mettre à l'abri tous les patients de ces complications très graves parce que lorsqu'elles surviennent, par exemple, si on développe une insuffisance rénale chronique à cause de l'hypertension, cette insuffisance rénale chronique, elle va évoluer après pour son propre compte et on ne pourra pas la faire disparaître. Elle sera irréversible et elle va évoluer vers une insuffisance rénale chronique terminale qui va nécessiter une dialyse qui va durer toute sa vie, d'autant plus que ces personnes seront en général des personnes âgées. Ces constatations vont donc plaider pour une prise en charge plus énergique de l'hypertension avant l'apparition des complications viscérales et c'est pour ça que l'hypertension artérielle constitue toujours un sujet de recherche qui continue et qui est une recherche mondiale pour essayer de donner, enfin d'offrir aux patients ou à la population les plus grandes chances de préserver leurs fonctions vitales, ce qui sont les fonctions viscérales, qui sont les fonctions du rein, du cœur, du cerveau et des vaisseaux. Alors maintenant, bien sûr, l'hypertension artérielle doit être diagnostiquée de manière correcte, parce que ce n'est pas si évident que ça de faire un bon diagnostic. C'est pour ça que les grands chercheurs se sont creusés quand même les méninges pour trouver pour donner aux médecins des recommandations simples, mais à la fois qui leur permettent de faire un diagnostic précis et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des recommandations qui sont données aux malades, aux médecins plutôt, pour leur conseiller de procéder par étapes pour pouvoir faire un diagnostic correct et non pas un diagnostic erroné. Parce que si vous dites à un patient qu'il est hypertendu, vous savez que le diagnostic de l'hypertension artérielle est un diagnostic. Si on dit à un patient qu'il est hypertendu, il va être obligé de prendre un traitement. C'est un traitement pour la vie et non pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une année. Donc, c'est une très grande responsabilité et c'est pour ça qu'il faut bien s'appliquer pour faire le diagnostic. D'abord, pour ce qui est de la définition. L'hypertension artérielle est définie par un consensus. En consultation, pour une pression artérielle supérieure, pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, on dit qu'il y a une hypertension artérielle à condition que ces chiffres soient confirmés au minimum par 2 mesures en consultation successives sur une période de 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un diagnostic définitif au cours d'une seule consultation. Quand vous voyez un malade pour la première fois, vous ne pouvez pas certifier que ce patient est hypertendu. Vous avez besoin de confirmer ces chiffres et on a la possibilité de le faire en multipliant les consultations ou bien en utilisant 2 méthodes. La pression artérielle qu'on prend à domicile, c'est-à-dire l'automesure tensionnelle, ou la pression artérielle qu'on va prendre par la mesure ambulatoire de la pression artérielle, dans des cas bien précis. On ne va pas faire la MAPA à tout le monde, mais on va la réserver à des cas bien précis que je vais vous développer tout à l'heure.
Lorsque la pression artérielle en ambulatoire, c'est-à-dire celle que vous prenez en dehors du cabinet de consultation, lorsque la moyenne du jour est supérieure pour la pression systolique à 135 mm de mercure et la pression artérielle diastolique supérieure à 85 mm de mercure, on dit que le patient est hypertendu. Lorsque la moyenne de la pression artérielle nocturne de nuit pour la systolique dépasse 120 mm de mercure et que la pression diastolique dépasse 70 mm de mercure, on dit que le patient est hypertendu. Lorsque la pression artérielle sur la moyenne des 24 heures est supérieure à 130 mm de mercure pour la systolique et 80 mm de mercure pour la diastolique, on dit que le patient est hypertendu. En d'autres termes, une pression artérielle ambulatoire va nous donner 3 chiffres. Une moyenne de jour, une moyenne de nuit et une moyenne des 24 heures. Et on doit tenir compte de ces 3 moyennes pour diagnostiquer l'hypertension et pour définir aussi l'hypertension. Par exemple, si vous avez une hypertension, une pression artérielle de jour qui est normale et une pression artérielle des 24 heures qui est normale, par exemple, on prend un exemple, mais que vous avez une hypertension de nuit qui dépasse les normes, et bien vous allez dire à votre malade, vous avez une hypertension artérielle nocturne. Et à ce moment-là, ça va vous aider à programmer un petit peu la prise médicamenteuse par rapport aux besoins de ce malade. Vous allez lui donner donc son traitement plutôt vers le soir ou le milieu de l'après-midi pour que ce traitement puisse agir pendant la nuit, de préférence. Et la tension artérielle, quand elle est mesurée à domicile, quand le patient est à domicile et qu'il prend la tension artérielle avec son tensiomètre, on parle d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle systolique dépasse 135 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique dépasse 85 mm de mercure. Et on sait que la définition de l'hypertension repose sur la valeur de la composante dont la valeur est la plus élevée pour classer l'hypertension. Donc, par exemple, on peut être uniquement hypertendu systolique, hypertension artérielle systolique, ou bien on peut être uniquement hypertension artérielle diastolique, ou bien on peut être hypertension artérielle systolo-diastolique, ou bien on peut être hypertension artérielle nocturne, par exemple. Ou bien, voilà, donc on définit l'hypertension artérielle selon le chiffre qui est élevé par rapport à, et selon aussi la période où le chiffre est élevé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, je continue. Donc la classification, bien sûr, les recommandations européennes, les dernières recommandations européennes de 2018 ont rappelé la classification. D'ailleurs, elle n'a pas changé par rapport à la classification qui était diffusée avant. Donc, la classification de la tension artérielle, ça, c'est vous prenez une population de plus de 18 ans et vous classez la pression artérielle que vous retrouvez par rapport à cette tranche de population. Alors, on dit que la pression artérielle est optimale lorsque la pression artérielle systolique est inférieure à 120 mm de mercure et la pression artérielle diastolique est inférieure à 80 mm de mercure. Elle est optimale, disons qu'elle est plus que normale, elle est optimale. La pression artérielle normale, elle est idéale en fait. Quand on dit optimale, c'est idéal. La pression artérielle est normale lorsque les chiffres de pression se trouvent systoliques, c'est entre 120 et 129 mm de mercure et où la diastolique 80-84 mm de mercure. Donc tant que la pression artérielle est inférieure à 130 pour la systolique et inférieure à 85 pour la diastolique, eh bien la pression est normale. On dit que la pression est normale haute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas normale, mais elle est presque normale, mais elle n'est pas normale puisqu'elle a dépassé les 129. Alors, elle est normale haute lorsque la tension systolique est de 130-139 mm de mercure et que la pression artérielle diastolique est de 85 à 89 mm de mercure. Et ensuite, on passe à une deuxième population qui est la population des hypertendus. Donc, vous avez remarqué que la population des normales hautes ne fait pas partie de la population des hypertendus. C'est une population charnière un petit peu entre l'optimal et le normal et le pathologique.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important, cette population va bénéficier de mesures particulières par rapport à la population des hypertendus qui, elle, va nécessiter une thérapeutique pharmacologique. Tandis que la population des normales hautes, ce sont des gens qui vont bénéficier d'autres mesures qui ne sont pas pharmacologiques. Alors, parmi la population des hypertendus, il y a 3 grades. Le grade 1, qui est une hypertension légère, grade 1, lorsque la pression artérielle systolique est entre 140 et 159 mm de mercure et que la diastolique est entre 90 et 99 mm de mercure. Le grade 2, c'est 160, 179 mm de mercure pour la systolique et 100, 109 mm de mercure pour la diastolique. Le grade 3, c'est une hypertension sévère lorsque la pression systolique est supérieure ou égale à 180 mm de mercure et que la pression diastolique est supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Et enfin, on distingue une classe particulière, c'est l'hypertension artérielle systolique isolée, c'est-à-dire que la diastolique est normale, elle est inférieure à 90, mais que la systolique est supérieure ou égale à 140. Et ça, on voit souvent ça chez les sujets âgés. Les sujets âgés, souvent, ont une hypertension artérielle systolique isolée. Alors, la classification de la pression artérielle chez l'adulte supérieur à 18 ans, selon le JNC, c'est une classification américaine, qui ne distingue pas, qui ne fait pas de distinction entre, les hypertendus, il y a 2 stades, le stade 1 et le stade 2. Vous avez vu que c'est à peu près le même que le stade 1 et le stade 2 de la classification européenne. Il ne parle pas d'hypertension optimale, il parle de pression artérielle normale inférieure à 120-80, qui pour les Européens est l'optimale. Et il y a un stade que eux appellent préhypertension, et c'est un groupe qui est défini par une pression artérielle systolique entre 120 et 139 mm de mercure et la pression artérielle diastolique entre 80 et 89 mm de mercure. Bon, donc nous, en général, on est beaucoup plus proche, évidemment, des Européens de point de vue épidémiologique, de point de vue anthropologique aussi. Donc nous, on suit plutôt la classification européenne, mais la classification, ce JN6C8 doit quand même être connu. Sur le plan physiopathologique, comment peut apparaître une hypertension? Quel est le mécanisme physiopathologique de l'hypertension artérielle? Ou en fait, quelle est la régulation de la pression artérielle? On sait que la pression artérielle est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques totales. C'est-à-dire, si on doit écrire la formule, pression artérielle égale débit cardiaque multiplié par résistance périphérique totale. Le débit cardiaque, vous savez que le débit cardiaque va dépendre du volume d'éjection systolique, et c'est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Et on sait aussi que la fréquence cardiaque, elle est régulée par le système nerveux autonome, qui est composé du système sympathique et du système parasympathique. Le système sympathique va va stimuler le système nerveux autonome et donc va accélérer la fréquence cardiaque, alors que le système parasympathique va ralentir le cœur, va diminuer la fréquence cardiaque et donc va diminuer la pression artérielle. Le volume d'éjection systolique, lui, est régulé par le niveau de la précharge, de la post-charge et de la contractilité. Donc, vous voyez tous les paramètres qui peuvent retentir sur la pression artérielle. Je donne un exemple très simple, par exemple. Il suffit que vous ayez une très grosse émotion, que vous ayez, par exemple, une très grosse frayeur, votre fréquence cardiaque va s'accélérer, votre tension artérielle va s'élever. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes hypertendu. Dès lors que vous avez retrouvé vos esprits et que votre émotion sera passée, la fréquence cardiaque va se normaliser, la pression artérielle va baisser, va se normaliser et tout va redevenir normal. Donc, il faut faire très attention pour faire un diagnostic d'hypertension artérielle. Enfin, les résistances périphériques totales qui déterminent la vasomotricité sont contrôlées par les centres bulbaires et hypothalamiques. Et la volémie, elle est régulée par le système rénine-angiotensin-aldostérone qui est mis en jeu plus lentement et plus tardivement que le système nerveux autonome. Donc, il y a 2 systèmes, si vous voulez, de régulation principaux. Il y en a un qui se met en branle immédiatement très vite
hein, c'est le système nerveux autonome, et un autre système qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus tardif et beaucoup plus durable, qui est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, comment ça se passe? Le système rénine-angiotensine-aldostérone va être stimulé dès lors qu'il y a une diminution de la volémie. La diminution de la volémie va stimuler la sécrétion de rénine, qui stimule la sécrétion d'angiotensine 1, qui se transforme en angiotensine 2 sous l'effet de l'enzyme de conversion. Et c'est l'angiotensine 2 qui est un puissant vasoconstricteur, qui va avoir une action qui va agir directement sur la paroi vasculaire, qui va augmenter les résistances périphériques totales et donc la pression artérielle. Et l'angiotensine 2, qui est également une hormone vasoconstrictrice, qui stimule aussi la sécrétion d'aldostérone, et cette aldostérone va favoriser la réabsorption d'eau et de sodium, ce qui augmente la volémie et donc la pression artérielle. Donc, c'est la diminution de la volémie qui va stimuler ce système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà un petit schéma très, très simple, mais qui vous montre le rôle du système rénine-angiotensine, qui est un rôle capital, très important dans la régulation de la pression artérielle et dans la physiopathologie de l'hypertension artérielle. Pourquoi est-ce que l'angiotensine 2 est une hormone très, très dangereuse pour l'organisme, qui a un rôle délétère très important? Parce qu'elle va être responsable d'un retentissement délétère sur plusieurs organes. D'abord au niveau du cerveau, en favorisant l'apparition, lorsque la pression artérielle s'élève à cause de l'effet de l'angiotensine 2, elle peut favoriser l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux. Au niveau des vaisseaux, ça va favoriser le développement et l'accélération de l'athérosclérose. Ça va entraîner bien sûr une vasoconstriction d'autant plus importante que la concentration de cette angiotensine 2 est importante. Ça va favoriser le développement d'une hypertrophie vasculaire, ça va favoriser l'installation d'une dysfonction endothéliale, et vous connaissez le rôle de la dysfonction endothéliale dans tous les mécanismes pathologiques cardiovasculaires. Et tout cela va favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle va retentir sur le cœur sous la forme, évidemment, d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Cette hypertension artérielle va favoriser l'apparition d'une fibrose, va favoriser l'apparition d'un remodelage ventriculaire et va favoriser donc l'apparition d'une apoptose cellulaire, c'est-à-dire d'une mort cellulaire. Et tout cela, tous ces paramètres cardiaques vont faire le lit de l'insuffisance cardiaque et de l'infarctus du myocarde. Au niveau du rein, l'angiotensine 2 va diminuer la filtration, va altérer le fonctionnement rénal en diminuant la filtration glomérulaire, en augmentant la protéinurie, en augmentant la sécrétion d'aldostérone et en favorisant l'apparition d'une sclérose glomérulaire. Tout cela va entraîner un dysfonctionnement rénal, au début qui sera modéré et ensuite qui va être de plus en plus sévère jusqu'à l'apparition d'une insuffisance rénale. Alors l'insuffisance rénale au début va être modérée, ensuite elle va s'aggraver, ensuite elle va être irréversible et ensuite elle va être chronique et ensuite elle va être terminale et va grossir d'ailleurs cette population d'insuffisants rénaux qui nécessitent des dialyses, des hémodialyses pour pouvoir continuer à vivre. Alors, d'autres systèmes interviennent dans la régulation de la pression artérielle, tels que le système des prostaglandines qui sont synthétisées par le rein, surtout la prostacycline, qui, elle, est une substance favorable à notre organisme puisqu'elle est vasodilatatrice, antiagrégante plaquettaire, natriurétique, et elle va diminuer l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine 2. C'est-à-dire que l'angiotensine 2, c'est elle qui va provoquer l'hypertension. Mais d'autres systèmes vont venir contrebalancer les effets de cette angiotensine 2
dont parmi elles la prostacycline, qui est donc, nous on a besoin de prostacycline pour vivre correctement, pour contrebalancer les effets destructeurs de l'angiotensine 2. Et le système des bradykinin kallikréine également sont vasodilatateurs et ils augmentent le flux sanguin rénal. Enfin, le facteur natriurétique auriculaire est un facteur circulant qui inhibe donc le transfert sodium-potassium et qui augmente la filtration glomérulaire, diminue la sécrétion de rénine, des résistances périphériques totales et donc la pression artérielle. Et donc est vasodilatateur. En fait, il y a un système qui est l'enjeu, surtout l'angiotensine 2, qui va réunir toutes les conditions pour augmenter la pression artérielle et pour installer l'hypertension artérielle, et d'autres systèmes qui sont plutôt favorables, qui viennent contrebalancer les effets négatifs de cette angiotensine 2, parmi lesquels donc le système des prostaglandines, bradykinin kallikréique et facteur natriurétique auriculaire. D'autres facteurs sont des facteurs favorisants de l'hypertension artérielle, tels que l'excès pondéral. Vous savez que toutes les personnes obèses, par exemple, vont obligatoirement devenir hypertendues parce que l'excès pondéral et l'obésité favorisent l'hyperactivité sympathique, et l'hyperactivité sympathique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va entraîner une accélération permanente presque de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Donc les obèses ou l'excès pondéral important ou l'obésité installent tôt ou tard l'hypertension artérielle. Et si vous faites un petit exercice, vous prenez par exemple un groupe d'obèses, vous leur mesurez la fréquence cardiaque, et bien vous allez trouver que ces obèses ont tous une fréquence cardiaque accélérée. Et ce qu'il y a, c'est que cette fréquence cardiaque, elle est presque tout le temps accélérée, c'est-à-dire en permanence. Donc, tôt ou tard, ces gens développent l'hypertension artérielle. L'âge, plus on est en âge avancé, plus on prend de l'âge et plus on risque d'être hypertendu. Et on connaît l'augmentation très importante de la prévalence de l'hypertension chez les sujets de plus de 60 ans par rapport aux sujets plus jeunes. Donc, c'est l'âge, et comme l'âge est un facteur de risque, comme on dit, sur lequel on ne peut pas agir, on est obligé de continuer à vieillir. Donc, c'est un facteur de risque incontournable. Mais si on agit sur les autres facteurs de risque, on peut contrebalancer l'effet de l'âge sur la pression artérielle. La consommation exagérée d'alcool également est un facteur de risque important, puisque tout le monde sait que la consommation exagérée d'alcool augmente les chiffres de pression artérielle, et c'est pour ça qu'il faut conseiller aux patients, il faut informer d'ailleurs les patients, donner cette information aux patients et leur demander donc soit d'arrêter leur consommation, soit de diminuer de manière importante leur consommation. Le tabac, également, par son action sur la réactivité vasculaire et en stimulant la sécrétion d'ACTH et d'aldostérone, élève la pression artérielle. Ça, c'est des travaux qui ont été faits, qui ont confirmé que lorsque les gens fument, pendant qu'ils fument, eh bien, on mesure la pression artérielle, elle est toujours élevée. L'hypokaliémie favorise également l'apparition de l'hypertension artérielle. C'est pour ça que quand vous voyez un malade pour la première fois, eh bien, vous êtes obligé parmi le bilan initial que vous allez faire, eh bien, vous mesurez la kaliémie pour voir si ce patient n'est pas déjà en hypokaliémie. L'hérédité, bien sûr, est important. Le rôle de la génétique est toujours d'actualité, c'est-à-dire il est bien clairement, et il a été évoqué depuis très longtemps, et il est actuellement clairement établi, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des ascendants, soit le père, soit la mère qui sont hypertendus, eh ben, il y a une hérédité, c'est-à-dire que on peut très bien hériter des gènes de ses parents qui portent l'hypertension artérielle, et donc on peut aussi être hypertendu. Donc c'est un facteur favorisant. Donc si on prend tous ces facteurs-là, on n'est pas obligé de les avoir tous pour avoir une hypertension artérielle, mais l'hypertension artérielle résulterait du dérèglement d'un ou plusieurs de ces mécanismes. Et on sait aussi qu'il y a un dernier mécanisme qui est évoqué, qu'on connaît depuis très longtemps,
c'est la consommation excessive de sel. C'est-à-dire, plus on mange de sel et plus on risque d'être hypertendu. Pourquoi? Parce qu'on va modifier le contenu électrolytique de la paroi artérielle et donc on va favoriser l'afflux de courant entrant d'ions calcium. Il y a des ions calcium qui vont envahir, si vous voulez, la paroi artérielle et qui vont favoriser la vasoconstriction. Donc ça, c'est facile à comprendre. Au niveau de la paroi artérielle, il y a un contenu électrolytique qui est bien équilibré à l'état normal. Si on mange trop de sel, qu'est-ce qu'on va faire? On va favoriser les afflux d'ions calcium qui vont rentrer dans cette paroi artérielle, qui vont donc déséquilibrer ce contenu électrolytique et qui vont favoriser la vasoconstriction parce que vous savez que les ions calcium interviennent dans la contraction. Donc, il va y avoir une vasoconstriction, il va y avoir donc une augmentation des résistances périphériques et il va y avoir donc une augmentation de la pression artérielle. C'est pour ça qu'il faut, dès le jeune âge, éduquer les enfants, les adolescents, etc., à ne pas manger trop de sel. Ça, c'est l'éducation des parents qui commence très très tôt dans la vie parce que les enfants vont reproduire, vont reproduire dans leur vie ce qu'ils ont appris dans l'enfance, les goûts alimentaires, etc. Et même quand ils voient leurs parents mettre du sel en plus dans leur assiette, ils vont faire la même chose, ils vont grandir comme ça, ils vont reproduire les mauvaises habitudes. Donc ça, c'est très important de le prendre en considération. Alors, pour faire le diagnostic positif de l'hypertension artérielle, eh bien, il faut mesurer la pression artérielle. Et là, pour mesurer la pression artérielle, il faut respecter des consignes très strictes qui sont très importantes et qui vont changer le résultat de la mesure si on ne les respecte pas. D'abord, il faut faire l'examen dans une salle calme. Il faut qu'il y ait quand même un certain calme. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre, du bruit, que les portes claquent, que les gens rentrent les uns après les autres. Donc, c'est un endroit calme où vous êtes avec votre malade tout seul et où il y a un silence. Il y a une bonne température ambiante, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il fasse trop froid ou bien trop chaud parce que c'est important, ça agit sur le résultat. Et il faut toujours respecter un repos de quelques minutes, ça c'est les recommandations. 5 minutes de repos avant de prendre la première mesure. Et si vous n'avez pas ces conditions, sachez que vous risquez d'avoir un chiffre faux. Le tensiomètre doit avoir un brassard de dimension adaptée à la taille du bras, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit trop petit, parce que s'il est trop petit, il va surestimer la tension artérielle. Et s'il est trop large, il va sous-estimer la pression artérielle. Donc, il faut toujours avoir un brassard adapté à la taille du bras. Il faut bien sûr, il ne faut pas chercher à prendre la tension à un obèse avec un brassard qui n'est pas un brassard d'obèse. Donc, vous allez avoir des chiffres faux. Et le bras doit être maintenu au niveau du cœur. Ensuite, toujours pour la première fois, vous devez toujours mesurer au niveau des deux bras la tension artérielle lors de la première consultation. Mais plus tard, si on connaît ce malade, on l'a déjà mesuré au niveau des deux bras, au niveau de la première consultation, on pourra mesurer plus tard la tension artérielle au niveau du bras où la valeur était la plus élevée pour le suivi. Il faut réaliser 3 mesures consécutives espacées de 1 à 2 minutes d'intervalle. Et il ne faut pas oublier de mesurer la tension artérielle après 1 à 5 minutes d'orthostatisme, surtout chez les sujets âgés, c'est-à-dire en position debout, surtout chez les sujets âgés, diabétiques ou bien sous traitement antihypertenseur, à la recherche d'une hypotension orthostatique. Donc ça, c'est très important de respecter ces consignes pour faire un bon diagnostic. Alors, si vous ne disposez pas de tensiomètre électronique, parce que le tensiomètre électronique, c'est celui qui est recommandé quand même pour une bonne mesure de la pression artérielle. Si vous mesurez la tension artérielle avec un tensiomètre anéroïde, il faut savoir que ces tensiomètres doivent être recalibrés tous les 6 mois. Parce que si vous achetez, par exemple, un tensiomètre anéroïde et que vous allez l'utiliser tout le temps sans le contrôler, vous allez avoir au bout de 6 mois des chiffres qui vont être faux. Donc, il doit être recalibré. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un tensiomètre électronique qui, lui, n'a pas besoin d'être recalibré.
Alors, on va donc recommander, c'est-à-dire si vous avez pris la tension artérielle pour la première fois, première consultation, vous avez trouvé par exemple une tension artérielle normale, vous devez la confirmer, soit par une automesure à la maison, soit par une MAPA pour confirmer que votre patient est bien hypertendu. Alors, on se donne une période. Par exemple, si c'est une hypertension artérielle de grade 1 ou 2, il n'y a pas d'urgence à ce moment-là. On va revoir le malade sur une période, par exemple au début de 6 semaines. Ensuite, on va confirmer et puis après, on reverra le malade tous les 3 mois. Mais si on a une tension artérielle, par exemple, sévère d'emblée, si vous avez plus de 18, 180, 110, à ce moment-là, c'est plus sévère et donc on va voir le malade de manière plus rapprochée parce qu'on ne peut pas lui demander de venir dans 3 mois ou il faut régler le problème assez rapidement. La mesure, il faut savoir qu'en mesurant la pression artérielle dans une consultation, il faut savoir que vous faites intervenir un risque d'erreur, soit par excès, c'est-à-dire un effet blouse blanche, c'est-à-dire on sait que lorsque les patients viennent en consultation, indépendamment de leur volonté, ils peuvent avoir un effet blouse blanche et augmenter leur chiffre de pression artérielle artificiellement. Et donc, si on ne faisait pas attention à ce problème, on dirait qu'ils sont hypertendus. Mais nous, on sait très bien qu'il faut toujours contrôler cette mesure par une mesure à domicile. C'est ce que nous faisons, nous. Lorsqu'on voit un malade, on lui recommande d'abord d'acheter un tensiomètre électronique parce que vous savez, dans chaque foyer, il faudrait qu'il y ait un tensiomètre électronique parce que dans la maison, il y a parfois les grands-parents, les parents et bon, même quand il n'y a que les parents, un tensiomètre, lorsqu'il y a un hypertendu dans la maison, est un bon investissement parce que ça va éviter des consultations inutiles et ça va à terme faire des économies en évitant les déplacements, etc., inutiles. Donc, la mesure de la pression artérielle en consultation peut être donc donner des chiffres par excès, c'est-à-dire l'effet blouse blanche, ou bien par défaut, c'est l'hypertension artérielle masquée. C'est-à-dire qu'un patient qui vient en consultation peut développer un effet blouse blanche, il va avoir une tension artérielle élevée alors que sa tension artérielle à la maison est normale, c'est l'effet blouse blanche, ou bien il peut avoir une tension artérielle normale en consultation alors que lui, à la maison, il a une hypertension. Donc, l'effet blouse blanche, c'est une tension artérielle élevée en consultation alors qu'elle est normale en dehors d'un médecin, alors que l'effet masqué, l'hypertension masquée, c'est un patient qui a une tension artérielle normale en consultation et élevée à domicile. Donc, alors, là, j'ai quelque chose qui me gêne. Voilà. Donc, si on a, malgré on prend une tension artérielle en consultation et qu'on a une tension élevée, voilà, on est obligé de faire une automesure. Moi, ce que je fais l'automesure d'abord et parfois, les patients ne peuvent pas faire l'automesure et qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a une question qui reste posée. À ce moment-là, je fais une mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est-à-dire que je fais une prescription de mesure ambulatoire de la pression artérielle. À ce moment-là, on va lui mettre donc un tensiomètre qui va garder 24 heures et qui va enregistrer toutes les 20 minutes la pression artérielle pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, on va lire les résultats. On va faire la moyenne de jour, la moyenne de nuit et la moyenne des 24 heures et on aura un diagnostic précis de la pression artérielle à condition que l'examen soit fait correctement, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de mesures valides. Parce que si vous avez par exemple un nombre de mesures sur les 24 heures qui n'est pas valide, pas suffisamment valide, à ce moment-là, la crédibilité de la MAPA peut être évoquée et donc à ce moment-là, il faudra la refaire. Donc, si on fait l'automesure, qu'est-ce qu'on fait? On demande au patient, pendant 3 jours consécutifs, de prendre sa tension artérielle matin et soir, 3 fois de suite, séparées par 1 à 2 minutes d'intervalle. C'est-à-dire que
avant la première mesure, il faut respecter 5 minutes de repos. Ensuite, on prend la première mesure. Ensuite, on attend 1 à 2 minutes d'intervalle. On prend la deuxième mesure. Ensuite, on attend 1 à 2 minutes d'intervalle, puis on prend la troisième mesure. Et on prend au moins pendant 3 jours, c'est-à-dire matin au réveil et le soir au coucher, 3 jours de suite. Ensuite, on fait la moyenne des 18 mesures, parce que ça va faire 18 mesures. Et quand on fera la moyenne des 18 mesures, ça c'est l'automesure qu'on fait à la maison, là, on aura le vrai chiffre de pression artérielle, on pourra travailler sur cette base de manière très correcte. Si la mesure, si on confirme avec cette automesure que la mesure du cabinet est confirmée, à ce moment-là, on s'arrête et on donne un traitement si c'est nécessaire. Si, malgré ça, l'automesure, on n'a pas résolu le problème, c'est-à-dire que l'automesure va nous donner des chiffres totalement contradictoires et qu'on ne sait pas après l'automesure, ce qui a toujours un problème, à ce moment-là, on peut faire une MAPA, mais vraiment chez des patients très particuliers. Donc, ce n'est pas quelque chose de généralisé. Alors, quand on fait la MAPA, il faut avoir un nombre suffisant de mesures, c'est-à-dire au moins 2 mesures par heure, durant les heures d'activité habituelles, ça veut dire au cours de la journée. Alors, parce que la nuit, il n'y a pas de problème, la nuit, le patient dort, donc en principe, il y a un nombre de mesures suffisant. Mais si on estime qu'il n'y a pas suffisamment de mesures dans la journée, ben on invalide la MAPA. La MAPA, elle doit répondre à des critères précis pour être valable. Donc, l'automesure, quand même, est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile aussi, parce que ça ne coûte rien de faire une automesure, il faut juste avoir un tensiomètre, tandis que la MAPA, elle a un coût. Alors, on va dire quelques mots de l'hypertension artérielle secondaire. Alors, je vous ai dit, bon, vous avez vu le diagnostic de l'hypertension artérielle, comment on doit mesurer la pression artérielle, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est-à-dire l'effet blouse blanche ou bien l'hypertension masquée. Comment sursoir à ce problème en n'hésitant pas à faire une automesure ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et là aussi, il y a une chose qu'il ne faudra pas faire, c'est de passer à côté d'une cause secondaire d'hypertension, c'est-à-dire qu'on sait que dans 95% des cas, l'hypertension artérielle est dite essentielle, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune cause, aucune étiologie. Elle est donc essentielle. Mais dans 5% des cas de cette population d'hypertendus, il y a une cause précise, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire, c'est-à-dire qui est due à une étiologie bien précise. Mais c'est très important de faire le diagnostic si c'est le cas, parce que si on a une cause précise, on va traiter la cause et après l'hypertension va guérir totalement. Le malade ne sera plus hypertendu, ça c'est très très important. On ne va pas traiter comme un hypertendu toute une vie un patient alors que lui n'est pas hypertendu. Qu'il n'a pas l'hypertension essentielle, il a une cause bien précise qu'il faut traiter. Donc, cette hypertension secondaire, quand même, on y pense devant des données bien précises. Quand on a une hypertension artérielle d'emblée sévère, par exemple, vous voyez un malade qui a tout de suite des chiffres au plafond. Ensuite, vous allez peut-être traiter cette hypertension, mais aucun médicament n'arrivera à baisser le moindre millimètre de mercure, ce qui fait que là, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que cette hypertension ne cède pas au traitement? Donc, ça va vous faire penser à l'hypertension secondaire. Ou bien quand vous avez une hypertension d'emblée sévère chez un sujet très jeune. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a 20 ans, 24 ans, et qui a, donc ça c'est pas normal non plus, vous allez vous dire peut-être qu'il y a une étiologie bien précise, ou bien une hypertension qui s'aggrave rapidement sans que vous compreniez pourquoi, ou bien voilà, donc tous ces éléments-là doivent vous faire évoquer une hypertension artérielle secondaire.
Et parmi les hypertensions artérielles secondaires, vous avez l'hypertension artérielle rénovasculaire. La rénovasculaire, c'est celle qui est due à la sténose de l'artère rénale. Elle représente 0,5 à 3% des hypertendus, mais c'est important de la reconnaître parce que la plus fréquente, c'est la forme athéromateuse qui est responsable donc d'une sténose dans 90% des cas. Et elle est évoquée chez des sujets de plus de 50 ans, c'est-à-dire des sujets d'âge mûr, qui ont déjà un profil de risque cardiovasculaire élevé, qui sont déjà peut-être, qui sont fumeurs, qui sont dyslipidémiques, qui ont des antécédents peut-être familiaux de coronaropathie, etc. Et ces sujets-là peuvent aussi, comme ils peuvent développer des sténoses coronariennes, eh ben, ils peuvent développer des sténoses de l'artère rénale. Et à ce moment-là, l'athéromatose, c'est l'athérosclérose, c'est le mécanisme, si vous voulez, physiopathologique, mais la sténose de l'artère rénale, c'est elle qui est la cause de l'hypertension artérielle. À ce moment-là, c'est très important de le savoir parce que le traitement ou la prise en charge de ces patients est totalement différente des hypertendus essentiels. Généralement, c'est une hypertension de début brutal, sans antécédent familial, résistante au traitement avec un souffle abdominal latéralisé ou une élévation de la créatinine. Et lorsqu'il prend des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'échographie Doppler des artères rénales, c'est l'examen pratiqué de première intention puisque vous allez voir la sténose et la mesurer avec l'échographie Doppler des artères rénales, qui est un examen très simple à faire, en même temps non invasif et qui ne coûte pas très cher et qui permet quand même de faire un diagnostic. Mais si on trouve une sténose des artères rénales vraiment avec l'échographie Doppler, à ce moment-là, on est obligé d'aller un peu plus loin parce que on va confier le malade à un spécialiste pour qu'il lève cette sténose, par exemple si elle est très très serrée. Et à ce moment-là, on va faire un angioscan hélicoïdal qui est très sensible et qui permet un diagnostic fiable. On peut faire aussi une IRM si on n'a pas répondu à la question par un scanner, mais qui est réalisé quand même, qui n'est pas réalisé chez tout le monde. C'est-à-dire que si on a la réponse avec un scanner, eh ben, on s'arrête là et on va proposer au malade, lorsque c'est nécessaire, quand par exemple la sténose est très très serrée, une angioplastie transluminale, comme celle qu'on ferait pour les coronaires. C'est une technique de revascularisation de première intention parce qu'elle est simple, elle est efficace et elle n'est pas dangereuse pour le malade. Alors, maintenant, il y a des patients qui ne relèvent pas, par exemple, cette revascularisation parce que la sténose ne se prête pas à cette technique, etc. Donc, on peut envisager une chirurgie de revascularisation dans les formes complexes ou diffuses ou en cas d'échec. Donc, vous voyez que c'est très important de faire un diagnostic précis parce que le traitement est totalement différent que celui qu'on donnerait à un patient qui a une hypertension artérielle essentielle. L'hypertension d'origine rénale, c'est une hypertension qui est due à une maladie rénale, une atteinte du rein, c'est-à-dire une pathologie rénale. Donc, lorsque vous allez l'évoquer, lorsque votre patient a des antécédents néphrologiques, par exemple infection urinaire à répétition dans l'enfance, traumatisme lombaire, polykystose rénale, reflux vésico-urétéral, etc. Ou bien quand il y a des symptômes urinaires, par exemple polachyurie, brûlure mictionnelle, hématurie ou bien douleur de la fosse lombaire. Et quand vous allez examiner votre malade, vous allez toujours rechercher une masse lombaire ou une hypertrophie de la prostate. Et quand vous faites le bilan biologique, vous allez trouver un bilan rénal perturbé, totalement perturbé, c'est-à-dire une augmentation de l'urée, la créatinine, une hématurie ou une protéinurie. Et les causes les plus fréquentes sont des néphropathies parenchymateuses, c'est-à-dire vraiment une maladie du tissu rénal, et glomérulopathie aiguë ou chronique, néphropathie vasculaire, polykystose rénale, uropathie malformative, etc. Bon, ça, c'est des patients qui ne sont pas des patients hypertendus, ce sont des patients qui ont des maladies rénales. À ce moment-là, ce patient devra être envoyé immédiatement au néphrologue. Ce n'est plus le médecin ni le cardiologue qui va prendre en charge ces patients parce que ce sont des patients qui ont des pathologies rénales, donc c'est le néphrologue.
Donc l'hypertension artérielle qui est secondaire à une néphropathie, bien sûr, elle est beaucoup plus sévère parce que l'atteinte parenchymateuse rénale, c'est une maladie sévère. Et donc l'hypertension qui va en découler est beaucoup plus sévère, difficile à normaliser et va accentuer l'hypertension qui survient après une néphropathie, va augmenter le risque cardiovasculaire, le risque vasculaire et donc de ce patient. Qui va rejoindre tout de suite le groupe des patients à haut risque vasculaire. On sait aussi que l'insuffisance rénale et l'hypertension artérielle sont intimement liées. L'hypertension est retrouvée dans 80 à 85% des insuffisances rénales chroniques et l'apparition d'une hypertension est un facteur aggravant d'une insuffisance rénale chronique. Ça, ce sont des données qui sont maintenant bien connues. L'hyperaldostéronisme, ou syndrome de Cohn, c'est une maladie qui est due à l'existence d'un adénome surrénalien, c'est-à-dire une tumeur bénigne, ou bien un adénome de Cohn, puisque c'est Cohn c'est l'auteur qui a décrit pour la première fois cet adénome, donc c'est l'adénome de Cohn qui est un adénome surrénalien qui entraîne un hyperaldostéronisme primaire qui se caractérise par l'apparition d'une hypertension artérielle, d'une hypokaliémie et d'une alcalose métabolique. Alors, cet adénome de Cohn représente presque 50% des cas de cet hyperaldostéronisme. Donc, quand on parle d'hyperaldostéronisme, l'adénome de Cohn représente 50% des cas. Il est plus fréquent chez les femmes jeunes de 40 à 50 ans. Et l'hyperplasie des surrénales est moins fréquente. Alors, l'examen clé qui va permettre le diagnostic, c'est le scanner surrénalien, puisque le scanner surrénalien va nous permettre d'avoir des images très précises et va nous montrer cet adénome, va localiser l'anomalie, donc il va faire un diagnostic anatomique et également un diagnostic topographique. Donc, un adénome va nous montrer soit un adénome unilatéral de la taille habituellement de 10 mm, mais il faut toujours rechercher aussi, il faut toujours faire l'autre côté, c'est-à-dire faire une analyse complète, ou bien ce scanner surrénalien peut ne pas retrouver un adénome, mais il va trouver une hyperplasie de la surrénale qui n'est pas nodulaire. C'est-à-dire ça, c'est beaucoup plus difficile à traiter parce qu'un adénome, vous pouvez l'extirper, vous pouvez l'exciser chirurgicalement. Mais une hyperplasie surrénalienne, vous ne pouvez pas l'opérer. Donc, cette hyperplasie va être traitée différemment et le résultat va être quand même plus incomplet. Donc, quand vous avez un adénome, ben, vous allez avoir comme solution, c'est la solution chirurgicale, c'est l'indication thérapeutique de choix dans les adénomes unilatéraux et qui va supprimer l'hypertension. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça va normaliser la kaliémie, va normaliser la tension artérielle, surtout quand le diagnostic sera précoce, quand on ne traîne pas trop pour faire le diagnostic et qu'on opère les malades précocement, tout rentre dans l'ordre, le malade est guéri. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, il y a toujours un traitement médical à donner avant la chirurgie, le traitement médical en cas d'hyperplasie surrénalienne, ou bien si on ne peut pas opérer les malades, repose sur la spironolactone qui permet de normaliser la tension artérielle dans la majorité des cas. Mais même un patient qui doit être, par exemple, qui a un adénome surrénalien et qui doit être préparé à la chirurgie, doit bénéficier d'un traitement médical à base de spironolactone parce qu'il faut préparer le malade à la chirurgie et le seul traitement efficace dans ce cas, c'est la spironolactone. Et bien sûr, si on ne peut pas opérer le malade parce que ce n'est pas un adénome, c'est une hyperplasie de la surrénale, on va maintenir ce malade sous spironolactone, bien sûr, à long terme. Et parfois, la spironolactone à long terme ne va pas être suffisante, elle va pas pouvoir contrôler totalement la tension. À ce moment-là, on va ajouter un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique. On peut associer un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique. En tout cas, il ne faudra jamais donner
les autres classes thérapeutiques de l'hypertension artérielle sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Le phéochromocytome, alors, le phéochromocytome c'est une tumeur également de la surrénale qui est développée aux dépens du tissu chromaffine de la médulo-surrénale. C'est une tumeur généralement bénigne et qui va sécréter de façon autonome et discontinue des catécholamines, c'est-à-dire la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. C'est une cause rare d'hypertension artérielle et généralement on évoque ce diagnostic devant un tableau clinique bien particulier, quand même qui attire l'attention et c'est une triade en fait classique qui est caractérisée par l'apparition de céphalées très violentes, des sueurs très importantes, des palpitations également très importantes et très mal tolérées, et une hypertension artérielle qui est particulière parce qu'elle est paroxystique le plus souvent. Donc, hypertension artérielle paroxystique, en fait, le malade va faire des crises d'hypertension artérielle paroxystique avec céphalées violentes, sueurs, palpitations, et on peut avoir aussi, à côté de ces épisodes d'hypertension artérielle paroxystique, des épisodes d'hypotension orthostatique. Et donc, à ce moment-là, il faut évoquer le phéochromocytome devant ce tableau parce que la clinique, là, évoque un phéochromocytome. Et une fois qu'on l'a évoqué, le plus important, c'est d'y penser. Une fois qu'on y pense, à ce moment-là, on va faire les examens complémentaires qui sont obligatoires pour asseoir le diagnostic. Bien entendu, si vous avez un phéochromocytome et que vous allez mettre n'importe quel traitement de l'hypertension ne va donner aucun résultat parce que la seule solution, elle est chirurgicale. Alors, si vous faites des analyses, sachez que le dosage urinaire des dérivés des catécholamines permet le diagnostic du phéochromocytome, mais que malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette tumeur va sécréter de manière discontinue des catécholamines. Donc, il se peut très bien qu'en faisant ces analyses, vous n'allez pas retrouver ces catécholamines dans les urines parce que peut-être qu'au moment où vous aurez fait le prélèvement, la tumeur n'a pas sécrété ces catécholamines. Donc, parfois, on est un peu déçu par le résultat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phéochromocytome, il faut refaire les analyses. Et parfois, ça ne répond pas tout de suite. Voilà. Alors, les examens complémentaires qui sont recommandés pour confirmer ce diagnostic, bien sûr, c'est le scanner surrénalien, qui est l'examen de première intention, puisque vous allez voir la tumeur là aussi. Et si vous avez un phéochromocytome suffisamment quand même visible, supérieur à 3 cm, eh bien vous allez parfaitement le voir. Et si les malades ne peuvent pas faire de scanner pour une raison ou pour une autre, on fait une IRM pour bien voir cette tumeur et surtout, par exemple, chez les enfants et les femmes enceintes. Et l'IRM est intéressante également parce qu'elle permet la localisation des formes multiples extrasurrénaliennes et des métastases. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on va évidemment proposer un traitement au malade et là aussi, vous le devinez, le seul traitement logique, c'est l'ablation chirurgicale de la tumeur. Après avoir préparé médicalement le patient, c'est-à-dire un traitement médical préopératoire qui normalise la tension artérielle, qui repose sur la réhydratation, l'utilisation des alpha-bloquants sélectifs et parfois associés à des bêta-bloquants. Et même si on opère un malade de manière satisfaisante, il faut toujours que ce patient soit suivi et il sera suivi au départ donc de manière rapprochée après l'opération, mais après, une fois qu'il est bien stabilisé, on va le revoir une fois par an pour évaluer sa tension artérielle et son dosage des catécholamines. Cinquième étiologie, c'est la coarctation de l'aorte, mais là, vous savez, c'est une cardiopathie congénitale généralement qu'on doit détecter chez les enfants ou les adolescents.
Mais parfois, il y a des coarctations de l'aorte qui n'ont pas été opérées à temps et qui ont échappé au diagnostic jusqu'à l'âge adulte, hein, ça existe, et qui se présentent après à l'âge adulte avec une hypertension artérielle. En fait, ce n'est pas une hypertension artérielle, c'est une coarctation de l'aorte qui est caractérisée par une sténose congénitale de l'isthme de l'aorte. Et à ce moment-là, ça va développer une hypertension artérielle de la partie supérieure du corps et une hypotension de la partie inférieure, puisque quand on a une sténose de l'isthme de l'aorte, il y a une partie du sang, la partie supérieure du corps, qui est très vascularisée, donc ça va entraîner une hypertension artérielle et une circulation collatérale, alors que la partie inférieure du corps, elle n'est pas bien vascularisée et le signe capital clinique que tout le monde peut retrouver à l'examen clinique, c'est l'abolition des poufs fémoraux. Bien sûr, on ausculte le patient aussi qui présente un souffle systolique latérosternal gauche, mais vraiment l'abolition des poufs fémoraux, c'est le signe cardinal que tout le monde peut retrouver. C'est pour ça que l'examen clinique du patient est très, très important. L'examen clinique d'un hypertendu est très important, on va y arriver. Dernière, enfin presque avant-dernière, c'est le syndrome de Cushing qui est dû à un hypercorticisme. Et l'hypertension, en fait, fait partie d'un tableau clinique qui s'associe à une obésité androïde, un diabète, et le diagnostic est confirmé par la cortisolémie. Là aussi, le patient doit être envoyé à un endocrinologue, et donc, puisque c'est une pathologie endocrinienne. L'hypertension artérielle iatrogène, sachez que un certain nombre de substances peuvent entraîner une hypertension, hein, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle iatrogène, parce que c'est dû à des médicaments ou des substances, tels que les œstroprogestatifs, l'intoxication à la glycérysine, la réglisse, l'abus d'alcool, la cocaïne, les amphétamines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, les vasoconstricteurs nasaux et la cyclosporine. Donc ça, ce sont des substances dont on doit savoir qu'il y a un risque de développer une hypertension artérielle avec ces substances et on doit en tenir compte. L'hyperthyroïdie s'accompagne souvent d'une hypertension artérielle systolique avec une différentielle élargie et qui se normalise, c'est une hyperthyroïdie. Donc là aussi, ce n'est pas une hypertension, c'est une hyperthyroïdie. Et là aussi, il faut envoyer le malade à l'endocrinologue. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic positif de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire on a mesuré la pression artérielle, on a trouvé qu'elle était élevée, on a respecté l'automesure, on a confirmé le diagnostic et on a aussi éliminé une hypertension secondaire. À ce moment-là, on est devant un patient avec une hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, c'est là qu'on doit stratifier le risque cardiovasculaire parce qu'on ne va pas prendre une charge. On ne va pas prendre en charge un patient qui est hypertendu de la même manière selon qu'il ait un risque cardiovasculaire faible ou un risque cardiovasculaire très élevé. Alors, ce risque cardiovasculaire, pour l'évaluer, il faut prendre en compte le niveau tensionnel, les facteurs de risque associés, l'atteinte des organes cibles et les situations cliniques associées. Et donc, avec toutes ces données, les antécédents, l'identification des facteurs de risque cardiovasculaire tels que les antécédents familiaux, le sexe masculin, l'âge supérieur à 55 ans chez l'homme, supérieur à 65 ans chez la femme, le diabète, la dyslipidémie, la glycémie à jeun, le tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, la sédentarité, le syndrome métabolique, l'obésité. Tous ces facteurs de risque vont intervenir dans l'évaluation du risque cardiovasculaire pour pouvoir donner le risque cardiovasculaire du malade et déterminer une prise en charge adaptée au malade. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'évaluer le retentissement viscéral de l'hypertension artérielle et les comorbidités. Et là, c'est là qu'on va évaluer le retentissement sur les organes cibles. Et c'est là qu'intervient l'examen clinique complet du patient pour rechercher l'atteinte d'un organe cible qui est le cœur, le rein, le cerveau ou les artères, qui peut augmenter le risque cardiovasculaire. Le retentissement cardiaque est évalué dans un premier temps par un électrocardiogramme.
à la recherche d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, on fait un électrocardiogramme, on recherche l'hypertrophie ventriculaire gauche et on recherche aussi des anomalies de la repolarisation ou bien un bloc de branche gauche ou si jamais on a des symptômes cardiaques associés, tels que la dyspnée, la douleur thoracique ou un souffle cardiaque, à ce moment-là, on va compléter l'électrocardiogramme par une échographie qui sera réalisée pour évaluer la masse ventriculaire gauche, mais aussi la fonction systolique et diastolique du ventricule gauche. C'est très important lorsqu'on a un symptôme ou une anomalie cardiaque, il faut compléter par une échocardiographie. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'hypertension artérielle perturbe la fonction diastolique du ventricule gauche et évolue à plus ou moins long terme vers l'insuffisance cardiaque. Je vous ai montré tout à l'heure l'évolution, le retentissement sur les organes cibles et donc l'insuffisance cardiaque, c'est la complication ultime de l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque aboutira bien sûr tôt ou tard au décès et c'est pour ça que c'est une complication quand même très grave. Alors, l'hypertension artérielle peut donner également des troubles du rythme cardiaque. Et le trouble du rythme cardiaque le plus fréquemment retrouvé, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Et vous le savez, lorsqu'on a une arythmie complète par fibrillation auriculaire, là aussi, on rentre dans une autre maladie, cardiopathie rythmique. Et à ce moment-là, on sera obligé de prendre des anticoagulants, d'avoir d'autres traitements supplémentaires. Donc, ça nous fait rentrer dans une autre étape de la maladie et c'est une complication quand même sévère. Et si on regarde ce schéma, l'hypertension artérielle va favoriser l'installation de l'hypertrophie ventriculaire gauche ou bien d'un infarctus du myocarde. Ce n'est pas une IM, hein, c'est un infarctus du myocarde. Alors, l'hypertrophie ventriculaire gauche va favoriser l'installation d'une dysfonction diastolique alors que l'infarctus du myocarde va entraîner une dysfonction systolique. Les deux vont contribuer à l'installation d'une insuffisance cardiaque qui va évoluer vers la mort. Alors, on voit bien que toutes ces anomalies, depuis l'hypertension jusqu'à l'insuffisance cardiaque, va prendre des années à se mettre en place, des décennies. Alors qu'une fois qu'on a l'insuffisance cardiaque, eh bien, au bout de quelques mois, le malade peut en mourir. Ce qui fait qu'il faut agir toujours en amont. Au niveau, lorsque le malade, vous découvrez une hypertension artérielle chez un malade, il faut le traiter de manière efficace pour qu'il n'évolue pas vers ces complications. Si vous traitez un hypertendu de manière efficace, il ne développera pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, etc., etc. Donc, l'élévation, donc alors, le retentissement sur le rein va entraîner une microalbuminurie. Au départ, tout à fait au départ, une microalbuminurie. Ensuite, une élévation de la créatininémie, ainsi qu'une élévation de l'uricémie. L'élévation de la créatininémie, quand même, va marquer un tournant évolutif important parce qu'il va pardon, hein, je vais mettre mon... Je vais brancher la prise pour ne pas être... Non, on va... Voilà, en principe, ok. Alors, on sait que l'élévation de la créatininémie, en fait, c'est une altération de la fonction rénale. Donc, c'est un facteur de risque indépendant de morbimortalité cardiovasculaire et de mortalité totale aussi puissant que le tabagisme, l'hypercholestérolémie ou le diabète. Et la microalbuminurie supérieure à 30 mg par 24 heures est un marqueur d'atteinte rénale de l'hypertendu et un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire chez l'hypertendu diabétique. Donc, si on attend, c'est-à-dire il faut intervenir très précocement dans le traitement de l'hypertension artérielle pour éviter justement qu'il y ait un retentissement rénal, même le plus minime soit-il.
parce qu'on sait que l'apparition d'une protéinurie qui va traduire un stade plus avancé de la néphropathie hypertensive est un marqueur de risque cardiovasculaire indépendant ainsi qu'un marqueur du risque d'insuffisance rénale chronique. Le retentissement cérébral, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Vous savez que quand la tension artérielle s'élève brutalement ou s'élève, il va y avoir un risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, on distingue deux sortes d'accidents vasculaires cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Alors, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques sont beaucoup plus fréquents, heureusement, 70% des cas, et dans 20% des cas, il y a des accidents vasculaires hémorragiques qui sont beaucoup plus graves, parce qu'il y a des ruptures quand même de vaisseaux. C'est une rupture vasculaire qui va entraîner un accident vasculaire hémorragique. Ça donne tout de suite un cas, un tableau gravissime, puisque les malades sont dans le coma, et que les accidents vasculaires hémorragiques sont beaucoup plus graves parce que souvent ils sont responsables d'une mortalité très importante. Les accidents vasculaires ischémiques peuvent quand même peuvent quand même être réversibles, plus ou moins. Si vous voulez, quand on fait un accident vasculaire ischémique, c'est moins grave qu'un accident hémorragique. Mais quand même, un accident vasculaire ischémique, c'est grave aussi. C'est grave aussi dans la mesure, si jamais il est étendu. Donc, c'est quand même une complication grave de l'hypertension artérielle et on peut l'éviter parce que les accidents vasculaires ischémiques que ce soit ischémique ou hémorragique, sont directement liés au niveau de la pression pulmonaire. C'est le niveau, c'est l'augmentation de la pression artérielle qui a entraîné ça. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre pour que les patients soient contrôlés par le traitement et éviter qu'ils ne développent ces complications. Le retentissement vasculaire, c'est l'artériosclérose des artères, donc artério- et athérosclérose des artères, avec formation d'anévrisme artériel, en particulier de l'aorte abdominale. Vous savez, quand un patient à l'âge de 50 ans ou 60 ans développe un anévrisme de l'aorte abdominale, et c'est parce qu'il avait une hypertension artérielle qui a évolué depuis longtemps et qui n'a pas été prise en charge. Donc ça, c'est des complications très graves parce qu'un anévrisme artériel peut se rompre. Souvent, il peut se rompre de manière silencieuse, c'est-à-dire que les patients ne ressentent rien jusqu'à la rupture. Alors, ce sont des complications très graves qui peuvent être quand même évitées. Alors, on peut évidemment faire de la prévention en explorant ces malades, mais la meilleure prévention, c'est un traitement efficace pour éviter que la tension artérielle ne s'élève. On peut faire également devant une hypertension artérielle sévère ou bien un patient qui a des troubles visuels ou des flous visuels qui consulte en urgence, on peut pratiquer chez lui un fond d'œil qui va rechercher une rétinopathie hypertensive. Mais évidemment, le fond d'œil n'est pas indiqué chez tous les patients, uniquement les patients qui présentent des hypertensions artérielles très sévères ou des troubles visuels. Donc, on a 4 classes dans ce fond d'œil, 4 stades. Le stade 1, c'est un fond d'œil normal. Le stade 2, c'est un croisement artério-veineux, c'est-à-dire les artères et les veines se croisent, mais elles ne sont pas anormales, elles se croisent. Le stade 3, c'est l'apparition d'exsudat et d'hémorragie. Et le stade 4, c'est un œdème papillaire. Alors évidemment, le stade 4, c'est le plus grave, mais le stade 3 aussi est grave. Alors ce sont les stades 3 et 4 qui définissent les hypertensions artérielles malignes ou très sévères. Et encore une fois, on ne fait pas un fond d'œil à tout le monde. Le fond d'œil est réservé aux hypertensions très sévères ou des urgences hypertensives, c'est-à-dire le malade vient avec des troubles visuels et à ce moment-là, vous faites un fond d'œil pour rechercher cette hypertension artérielle maligne et pour traiter le malade en conséquence. Donc la stratification du risque cardiovasculaire est une étape très importante pour prendre en charge le malade. Parce que vous allez prendre en compte plusieurs facteurs, les facteurs de risque, le retentissement sur les organes cibles, etc. Et vous allez pouvoir déterminer une prise en charge personnalisée de ce patient. Et ce sont les recommandations de 2018. Alors, vous voyez ce tableau qui résume tout ce que je viens de vous dire. Si on prend par exemple cette évaluation des facteurs de risque par rapport donc au niveau de pression, vous avez sur ce tableau à droite et en haut le niveau de pression, normal haute, grade 1, grade 2, grade 3. Vous avez sur la gauche, la colonne de gauche, les facteurs de risque. Par exemple, aucun facteur de risque, 1 ou 2 facteurs de risque est supérieur ou égal à 3 facteurs de risque.
Et à gauche, vous avez le stade de l'hypertension, de la maladie hypertensive. Alors, vous avez la possibilité d'évaluer le risque cardiovasculaire en associant ces données. Par exemple, si vous avez une hypertension artérielle de grade 2, avec plus de 3 facteurs de risque, eh bien, vous avez un haut risque cardiovasculaire. Si vous avez une hypertension artérielle de grade 2 avec déjà un diabète sucré et une atteinte rénale de grade 3, eh bien vous avez un haut risque. Si vous avez une hypertension artérielle de grade 2 avec une maladie déjà cardiovasculaire établie ou bien avec un diabète avec atteinte d'un organe cible, à ce moment-là, vous avez un très haut risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez, plus c'est rouge foncé, plus c'est grave, très haut risque cardiovasculaire, et plus c'est jaune, et moins c'est grave. Alors, si vous avez par exemple une hypertension artérielle de grade 1, avec aucun facteur de risque associé, eh bien, vous avez un bas risque. Mais si vous avez le même grade 1 d'hypertension avec 1 ou 2 facteurs de risque, déjà le risque est modéré. Donc vous voyez ce tableau-là, vous devez le consulter régulièrement quand vous prenez en charge un malade et vous évaluez son risque en fonction des données du malade. Donc vous comptez ces facteurs de risque, vous faites un bilan pour voir qu'est-ce qu'il a comme retentissement et ensuite vous évaluez l'atteinte des organes cibles, ensuite vous le classez dans ce tableau. Et lorsque vous le classerez, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour ce malade. Ça, c'est une étape primordiale. Bon, alors là, vous avez vous avez un tableau un peu plus explicite, un peu plus visible peut-être, mais qui veut dire exactement la même chose. Hein. Donc voilà, c'est les dernières recommandations de l'hypertension 2020 qui reprend exactement les mêmes données. Alors maintenant, une fois qu'on a fait le diagnostic de l'hypertension et qu'on a évalué le risque cardiovasculaire, eh ben on sera obligé de traiter le malade. Cette prise en charge thérapeutique va comporter deux volets. Un volet hygiéno-diététique est très important et un traitement pharmacologique. Et un troisième volet, c'est la correction des facteurs de risque associés, ainsi que le traitement des maladies cardiovasculaires et rénales. C'est-à-dire, si vous prenez un patient hypertendu, vous allez lui donner un médicament, vous allez lui donner des règles hygiéno-diététiques et vous allez ignorer ces facteurs de risque, et bien c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, il faut une prise en charge globale. Vous allez lui donner un traitement médicamenteux, d'accord, vous allez lui conseiller des règles hygiéno-diététiques, mais vous serez obligé de corriger ces facteurs de risque associés, c'est-à-dire s'il a une dyslipidémie, vous êtes obligé de la corriger. S'il fume, il faut lui demander d'arrêter de fumer et de vous battre pour qu'il arrête de fumer. Il ne suffit pas de lui demander d'arrêter de fumer, il faut toujours revenir à la charge et l'aider à arrêter de fumer. Si vous ne faites pas ça, vous aurez fait la moitié du travail. Quelles sont les règles hygiéno-diététiques? Les mesures hygiéno-diététiques sont destinées à tous les malades, y compris les malades qui ont une tension artérielle normale haute. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hypertendus. Mais grâce à ces mesures hygiéno-diététiques, vous allez empêcher qu'ils ne deviennent hypertendus. Donc, diminution de l'apport sodé, réduction de la surcharge pondérale, sevrage tabagique, activité physique régulière. Et vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits très importants de l'activité physique régulière sur la santé et sur les niveaux de pression artérielle. Quand vous faites l'activité physique régulière, vous baissez les chiffres de pression artérielle de manière très intéressante et le malade, il faut essayer de convaincre le malade et de motiver le malade à cette activité physique qui peut être très simple, c'est la marche. La marche, moi je ne dirais pas le jogging et la natation s'ils veulent, mais la marche régulière,
avec des degrés. Au début, il va marcher un peu, il ne va pas pouvoir marcher beaucoup, ensuite un peu plus, ensuite un peu plus. Et s'il arrive à maintenir un niveau, par exemple, de marche régulière, 30 à 45 minutes tous les jours ou 5 fois par semaine, ça sera excellent et il va ressentir cet effet sur sa santé. Réduction de la consommation d'alcool, régime riche en fruits et légumes et pauvre en graisses saturées, et consommation de produits laitiers. Il faut consommer des produits laitiers de manière régulière, mais pas exagérée, de manière modérée, mais pas de manière exagérée, mais régulière. Alors, le traitement pharmacologique, on fait appel toujours à 5 classes médicamenteuses qui n'ont pas changé et qui ont démontré une réduction de la morbimortalité cardiovasculaire avec toutes les grandes études qui ont été menées depuis assez longtemps et qui continuent d'ailleurs. On a individualisé 5 classes médicamenteuses qui prennent en charge l'hypertension. Vous avez les diurétiques, généralement c'est des diurétiques thiazidiques qui agissent par le biais de la volémie, les bêta-bloqueurs qui bloquent le système sympathique, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui inhibent la synthèse de l'angiotensine 2, les inhibiteurs calciques qui agissent en bloquant l'entrée des flux calciques dans la paroi artérielle qui sont vasodilatateurs, et les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2, que sont les ARA2, qui bloquent l'action de l'angiotensine 2 sur la paroi vasculaire. Donc, il est important d'abaisser la pression artérielle efficacement. On sait que pour abaisser cette pression artérielle efficacement, il faut bloquer le système rénine-angiotensine. C'est pour ça que le traitement de l'hypertension artérielle, généralement, doit toujours comporter un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone pour une prévention optimale des complications cardiovasculaires. Alors, si vous voyez ce schéma, voilà, je vous rappelle le système rénine-angiotensine et l'action des médicaments sur ce système rénine-angiotensine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2 qui vont agir en bloquant l'angiotensine 2 de manière un petit peu différente, mais tout aussi efficace. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de bloquer le système rénine-angiotensine? Parce qu'en bloquant le système rénine-angiotensine, on diminue l'hypertrophie ventriculaire gauche et on prévient la fibrillation auriculaire, on diminue l'albuminurie, on diminue l'incidence du diabète et on fait régresser la rétinopathie. Donc, c'est très important de le bloquer. Les autres antihypertenseurs sont efficaces sur les chiffres tensionnels, que les 5 classes, bien sûr, les 5 classes que je vous ai données, mais il n'y a jamais eu de grandes études très importantes pour pour étudier la réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Je parle des antihypertenseurs qui agissent au niveau central, les antihypertenseurs à action centrale tels que la clonidine, l'alpha-méthyldopa et le physiotense, ou les alpha-bloquants, mais on les associe, on les utilise de manière associée aux 5 classes médicamenteuses que je vous ai citées. Les associations fixes aussi, il faut savoir que au lieu de donner par exemple 3 antihypertenseurs associés, on pourrait les donner de manière fixe, associés dans une seule présentation. Par exemple, dans un seul comprimé, vous auriez 2 médicaments ou 3 médicaments, mais en une seule prise, ce qui simplifie le traitement chez le malade, ce qui diminue par exemple les oublis thérapeutiques. Vous savez, les hypertendus peuvent oublier leur traitement parce qu'ils ne savent plus s'ils l'ont pris ou pas, donc ça pose des problèmes. Et donc, quand on a des associations fixes, c'est intéressant parce qu'on améliore le suivi thérapeutique par ces malades et on diminue le risque, par exemple, des oublis de prise médicamenteuse. Et le malade va adhérer beaucoup plus à son traitement et on sait que les associations fixes diminuent aussi les effets secondaires. C'est très important et donc un patient, il va beaucoup plus adhérer aux associations fixes parce que ça va lui simplifier la vie, ça va lui simplifier le traitement et ça va lui diminuer les effets secondaires. Alors, quel est le choix de ces antihypertenseurs? Je vous ai dit, ce sont les 5 classes médicamenteuses. Et quand est-ce qu'il faut traiter? Ça, c'est les recommandations de la Société européenne. Selon le grade de l'hypertension, par exemple, si vous avez une hypertension de grade 3, il faut tout de suite traiter. Toujours, alors les mesures hygiéno-diététiques doivent être administrées à tous les malades. Mais une fois que vous avez donné ça à tous les malades, vous pouvez donner un traitement
par exemple, le grade 2, vous donnez un traitement immédiatement. Le grade 3, un traitement immédiatement. Et le grade 1, vous pouvez donner un traitement immédiat aux malades qui ont déjà un facteur de risque, des facteurs ou un risque cardiovasculaire assez élevé ou qui ont déjà des maladies. Et ceux qui n'ont aucune maladie, il y a une seule exception, c'est quand vous avez, par exemple, un patient qui a un grade 1, qui n'a aucun facteur de risque, aucune maladie, rien d'autre. On peut essayer de lui donner un seul médicament et après évaluer. Si la pression artérielle n'est pas contrôlée, on va lui donner un deuxième médicament. En ce qui concerne les recommandations par rapport à l'âge, à qui faut-il donner le traitement et de quelle manière? Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, chez les coronariens ou les insuffisants rénaux, etc. Donc, quand est-ce qu'il faut donner le traitement? À quel niveau de pression? Là, vous voyez sur ce tableau que dès lors que la pression artérielle systolique est supérieure à 140 mm de mercure et que la pression artérielle est supérieure à 90 mm de mercure, il faut donner le traitement. Que ce soit chez les hypertendus simples ou bien les diabétiques ou bien les insuffisants rénaux ou bien les coronariens ou bien même ceux qui ont fait des accidents ischémiques cérébraux, sauf, il y a une seule exception, c'est le sujet supérieur ou égal à 80 ans, donc un sujet très âgé. À ce moment-là, il faut que la pression artérielle soit supérieure à 160 pour traiter et que la diastolique est supérieure à 90. Par exemple, un patient supérieur à 80 ans, s'il a 140 ou 145, il faudra pas le traiter à ce moment-là. Il faut attendre qu'il ait 160. C'est la seule exception. Sinon, les autres, c'est supérieur à 140. Alors, les objectifs du traitement. Quelles sont les cibles thérapeutiques à atteindre? Est-ce qu'on va cibler tel chiffre ou tel chiffre? D'ailleurs, c'est des recommandations de grade 1A, c'est-à-dire des fortes recommandations. Chez les sujets, d'une manière générale, il faut essayer d'atteindre une tension artérielle inférieure à 140-90 chez les patients, avec de préférence une tension artérielle à 130-80, ou bien un peu moins chez la majorité des patients. Chez les patients de moins de 65 ans, on cible une tension artérielle entre 12 et 13, c'est-à-dire 120 à 130, chez la majorité des patients. Chez les sujets de plus de 65 ans, on cible une tension artérielle entre 130 et 140 mm de mercure. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on veut éviter les effets secondaires des traitements. Plus le sujet est âgé, plus il a un risque d'effets secondaires plus important. Donc, on va cibler une tension de 130 à 140 mm de mercure. Ensuite, qu'est-ce qu'on donne comme médicament? Quelles sont les associations? On favorise donc les associations fixes. En première intention initiale, donc thérapeutique initiale, on associe un IEC ou un ARA2 avec un inhibiteur calcique ou un diurétique, en première intention. Alors, en deuxième stade 2, si par exemple cette association fixe de deux médicaments ne suffit pas, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on va considérer que cette association ne suffit pas, on peut rajouter un troisième médicament en ajoutant un IEC ou un ARA2 plus un inhibiteur calcique plus un diurétique. Ça, c'est le deuxième step, la deuxième étape, c'est quand on est obligé de donner 3 médicaments, parce que 2, ça n'a pas suffi, on ajoute un troisième, mais c'est IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Et le stade 3, c'est lorsqu'on a vraiment donné 3 médicaments, mais que ça n'a pas marché, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'hypertension résistante. L'hypertension résistante, quand on arrive là, il faut se demander si ce n'est pas une hypertension secondaire. Il faut chercher. Mais si c'est une hypertension résistante, on associe la spironolactone, 25 à 50 mg, ou bien un autre diurétique, alpha-bloqueur, bêta-bloqueur, mais c'est surtout la spironolactone. Donc, les bêta-bloqueurs, vous voyez dans cette recommandation, ne sont pas prescrits. Il n'y a pas de bêta-bloqueur en première intention ou en deuxième intention.
ils doivent être donnés lorsque l'état du malade le nécessite. Par exemple, si c'est un malade qui a déjà une insuffisance cardiaque, une angine de poitrine, un post-infarctus, une fibrillation auriculaire, etc. Ça, ce sont des malades qui, de toute façon, prennent des bêta-bloquants. Donc, à ce moment-là, ils ont des bêta-bloquants. Mais ce n'est pas un médicament de première intention ou de deuxième intention de l'hypertension artérielle. Comprenez, ça, c'est ce qui a changé. Et puis, il y a les maladies particulières, c'est ce que vous, par exemple, le diabète, bon, on donne un inhibiteur, un bloqueur du système plus un anticalcique, etc. Voilà, donc, les recommandations, voilà, je vous ai donné le tableau. Ce tableau est très, très important à prendre en considération parce qu'il tient compte de toutes les catégories de patients. Je vous ai donné les cibles tensionnelles à essayer d'atteindre et il ne faut jamais baisser la tension à moins de 120 mm de mercure. Il ne faut pas trop baisser la tension. Ça, c'est ce qui est, voilà, c'est écrit en rouge ici. Donc, on cible 130 à 140 chez les patients de 18 à 65 ans, 65 à 79 ans, 130 à 140 et supérieur à 80 ans, on cible 130 à 140. Alors que de 18 à 65 ans, c'est 130. On cible à 130. Mais il ne faut pas descendre à moins de 120. Voilà, comment suivre un patient hypertendu? Un patient hypertendu doit être suivi tous les 3 mois. On fera, si le patient, par exemple, est un grade 1, vraiment aucun autre facteur de risque, risque cardiovasculaire très faible, on peut se permettre de le suivre tous les 6 mois. Mais comme il est obligé d'avoir une ordonnance tous les 3 mois, donc à ce moment-là, on peut dire, bon ben, on fera un contrôle tous les 3 mois par nécessité, mais c'est au moins tous les 3 mois chez tous les autres hypertendus qui ont un risque élevé. Et plus le risque cardiovasculaire est élevé, plus le patient doit être suivi de manière plus précoce, c'est-à-dire que si un malade qui a déjà fait un AVC ou un diabète sévère ou une insuffisance rénale ou bien un infarctus, ce malade doit être suivi de manière plus rapprochée et c'est normal. En fait, plus le patient est grave, plus il doit être suivi de manière plus rapprochée. Et le contrôle biologique doit être réalisé 1 fois par an ou bien plus souvent si le patient est diabétique ou insuffisant rénal. Voilà, j'ai fini mon cours.